J'ai fait 30 visites en 36 heures. Je ne connaissais rien à l'immobilier. Spoiler alert, je ne l'ai pas acheté cette année-là. Je n'ai pas réussi à l'acheter. Mais bon, je me suis dit, qui connaît le mieux cette ville et qui n'a aucun intérêt de te dire des choses fausses? C'est les taxis. Beaucoup m'ont pris pour un fou. Au coin de ma rue, j'ai croisé Nadim. Nadim, il considère que pour bien investir, il faut parler avec les taxis de la ville dans laquelle on est. À Bordeaux, en 2014, il a visité 36 appartes en 48 heures. Au coin de ma rue. Salut Nadim. Salut Raphaël. Merci de venir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, je suis Nadim Takchi, je suis entrepreneur, principalement dans la fintech, avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. J'ai cofondé Crédit.fr en 2015, qui est devenu le numéro 2 du prêt participatif aux PME. Okay. J'ai revendu derrière à Tikeo Capital en 2017. Et depuis, donc, j'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années sur de l'application, tout ce qui est onboarding, KYC, optimisation. Donc, on travaille avec des gouvernements comme au Luxembourg, en Belgique, à Bahreïn, au Hong Kong. J'avais PayPal et Foxconn comme actionnaires majoritaires. Donc, la boîte a été revendue début 2020. Encore. Et puis, derrière, à ce moment-là, j'ai aussi été mandaté par la Banque centrale du Liban, d'où je suis originaire, pour monter une plateforme et un fonds de trade finance, donc sur du financement international d'import-export de matières premières, pour aider les industriels libanais à se financer, parce que le pays est toujours en faillite, et les banques également. Donc du coup, il a fallu, c'était un très très gros projet qui m'a pris tout le confinement, et le projet fonctionne toujours. J'en suis sorti en fin d'année justement pour monter le livre épais. Alors, c'est quoi le livre épais? Alors, on a créé avec Yazid Aksas, mon associé à la base du projet, le livre épais qu'on a lancé en juin 2022 dans l'objectif de rendre accessible l'épargne immobilière. On a souhaité combiner le produit préféré des Français qui est le livret A, au travers de sa simplicité d'utilisation, de sa liquidité, à la classe d'actifs préférée des Français qui est l'immobilier. Donc, on a créé grosso modo le livret A de l'immobilier, donc ça s'appelle le livre épais, qui te permet d'épargner à partir de 100 euros sur une application mobile. Tu télécharges, tu fais ton onboarding en moins de 2 minutes et tu peux épargner à partir de 100 euros. Tu n'as pas de frais, ni d'entrée, ni de sortie, ni de gestion. Tu récupères ton argent quand tu veux, sous 48 heures ou 72 heures. Et tu as un rendement qui varie entre 4 et 6%. Et comment ça fonctionne derrière? Vous faites quoi de l'argent des gens qui investissent? Donc, jusqu'à la fin d'année dernière, on utilisait l'argent pour l'investir dans de l'immobilier résidentiel. Donc, c'est du centre-ville de grandes villes. Donc, on est vraiment positionné sur du centre-ville de Marseille, de Lyon, Nanterre, Villejuif, donc en Île-de-France, très proche de Paris. Là où tu as une tension locative qui est très importante, donc ton risque il est vraiment, donc ton risque de liquidité par rapport à ton bien et ton risque de, si jamais tu as besoin de revendre l'appartement rapidement ou de le louer rapidement, tu sais que tu peux le faire parce que tu es bien positionné. Donc c'est là-dessus qu'on a mis qu'on s'est positionné sur l'investissement initialement. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout impacté par les taux d'intérêt, par la montée des taux d'intérêt, pardon? Alors, quand on a lancé le livre épais, ou quand on a commencé à travailler sur le livre épais, le livret A était à 0,5%. Donc, avec un livre épais qui faisait 8 à 12 fois plus, t'étais bien. Donc, et en un an, tout le monde le sait, un livret A fait x6. Donc, on pensait que ça allait nous impacter, et au final, non. On fait nos meilleurs mois en ce moment. Je collecte autour de 50 à 70 000 euros par jour, tous les jours. Du coup, tu m'as parlé un peu de fintech, de blockchain, etc. Mais on va quand même d'abord rentrer dans l'immobilier et comment tu es arrivé là-dedans. J'ai cru comprendre que tu as acheté ton premier appart à Bordeaux, c'est ça? La première fois que tu as acheté un appart? Exactement. Tu as fait 36 visites en 3 jours. Tu peux nous raconter un peu? J'ai fait 30 visites en 36 heures. 30 visites en 36 heures, ok. Ouais, donc j'ai été 2 jours. Mon objectif, c'était... je ne connaissais rien à l'immobilier. Personne dans la famille vient de l'immobilier ou a fait de l'immobilier, ou très peu. Certainement pas en France, parce que moi, je suis arrivé en France il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, maintenant. Du Liban? Du Liban. Et donc, je ne connaissais rien. Donc et il n'y avait pas toutes ces chaînes en ligne sur YouTube ou des podcasts là-dedans. Donc, pour te former, tu le fais tout seul comme un grand sur Google. Tu regardes et tu essaies de te planter le moins possible. Et donc, j'avais une idée assez claire qui était que sur les biens que je voulais acheter, il fallait que ce soit central, parce que ce qui comptait le plus pour moi, c'est la liquidité. Ce que tu appelles liquidité, c'est de pouvoir le vendre, pouvoir le louer ou le vendre rapidement. Donc,
quand on pense à l'immobilier, à la pierre, c'est tout sauf liquide. On est vraiment dans le dur. Et généralement, voilà, il y a des délais. On investit sur du très long terme, ce qui est mon cas. En revanche, je me suis toujours dit, voilà, en cas de problème, en cas de pépin, j'ai besoin de pouvoir revendre rapidement. Donc ma stratégie, elle était dans un premier temps de ne pas acheter forcément un grand bien d'un coup, mais d'en acheter des petits. Parce que si je vais vendre 100 000 euros demain, je ne suis pas obligé de revendre mon appartement à 1 million. Je peux revendre un des apparts qui vaut 100 ou 200 000 euros. Okay. Donc ça, c'était le premier raisonnement. Donc c'était d'aller sur des petits investissements. Donc en centre-ville, liquide quoi. Pur centre-ville, dans des appartements dans lesquels moi je me verrais vivre. Okay. Donc il fallait que ce soit minimum 20 mètres carrés, jamais en dessous. D'ailleurs, mon plus petit appart à Paris, il fait 25 mètres carrés. Et ils peuvent monter jusqu'à 75. Et alors pourquoi tu décides de prendre des billets pour aller à Bordeaux visiter? Parce qu'à l'époque, bon, j'avais un salaire qui était ce qu'il était. Et donc à Paris, je ne pouvais pas du tout acheter. Okay. Donc du coup, derrière, j'ai fait des recherches pour voir quelle ville au pluriel, pouvait convenir en termes de potentiel. On est en quelle année là? On est en 2014. Ok. Spoiler alert, je ne l'ai pas acheté cette année-là. Je n'ai pas réussi à l'acheter. Mais bon. Donc en 2014, donc, l'idée c'était de voir un peu quelle ville allait se développer. Donc il y avait Toulouse, il y avait Nantes et il y avait Bordeaux. Donc j'ai choisi Bordeaux pour deux raisons. Un, j'y étais allé quelques fois. J'adore cette ville, c'est toujours le cas d'ailleurs. Je trouve que c'est une super ville. Il y a eu beaucoup de transformations ces 20-30 dernières années. Elle est très très belle aujourd'hui. Et il y avait aussi la ligne grande vitesse, la LGV, qui arrivait 2-3 ans plus tard. Donc on sentait déjà le truc frémir, les prix commençaient à monter, mais on était encore au tout début. Tu te souviens de combien c'était du mètre carré? Moins de 3 000, dans l'hypercentre. Aujourd'hui, ça vaut autour des 6,5-7. Et donc, ne sachant pas où me positionner, du coup, en fait, j'ai mis un énorme fichier Excel comparatif. Voilà, j'avais sélectionné un peu les différents quartiers. Les quartiers, pour les voir, j'avais pris des taxis. Et j'étais allé à Bordeaux pendant 2 jours, au moment où j'avais décidé d'acheter là-bas. Et ne faisant pas confiance à l'époque aux agents immobiliers, puisque je ne les connaissais pas, et pour moi, ils allaient juste vouloir me vendre leur propre bien, leur propre quartier, en disant que c'est les meilleurs du monde. Donc, je me suis dit, qui connaît le mieux cette ville et qui n'a aucun intérêt de te dire des choses fausses? C'est les taxis. Donc, j'ai pris 5-6 taxis en une journée ou 2 jours. Même pour faire 5 minutes, je prenais un taxi. Et je discutais pendant le trajet. Alors, je cherche à acheter à Bordeaux. Où est-ce que vous me conseilleriez? C'est un investissement locatif, machin et tout. Et alors, est-ce qu'ils étaient d'accord entre eux, les taxis? Du coup, au final, j'arrivais à recouper. Il y avait 5-6 quartiers qui revenaient à chaque fois. Donc, je me suis dit, je vais aller voir ces quartiers. Donc, je suis allé dans le quartier. J'ai même discuté avec des passants dans la rue. Voilà. Vraiment sur le terrain. Et donc, du coup, j'avais mon emplacement. Je ne voulais rien en dessous de 3% en termes de rentabilité locative nette, sachant que moi, j'empruntais à l'époque où le taux d'emprunt était autour d'1,5. Donc, il fallait que je fasse au moins 2%. Au moins 2 fois plus, pardon. Aujourd'hui, faire 2 fois plus dans le résidentiel, c'est un peu compliqué par rapport. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer juste comment tu calcules une rentabilité locative? Rentabilité locative nette. Donc, c'est grosso modo tes loyers, moins tes charges, moins tous les frais potentiels, moins la taxe foncière, et tu divises ça par ton coût total. Donc c'est le coût d'acquisition, les frais de notaire et les frais de travaux éventuels que tu as pu faire. Et donc du coup, ne sachant pas quoi acheter ou ce qui allait me plaire, en fait, j'ai brassé large. Il fallait être sur plus de 3% de rentabilité locative projetée, parce que tu anticipes un loyer potentiel. Par rapport à ton coût total, donc tu anticipais ou tu évaluais un certain montant de travaux quand il fallait. À l'époque, j'étais pas forcément à l'aise de prendre un appartement avec des travaux. Aujourd'hui, je ne sais pas faire autrement. Et donc voilà. Et donc derrière, tu te positionnes. Et derrière, j'avais vu plus de 2000 ou 3000 annonces. J'avais échangé avec plus de 200 personnes. Et t'as rien acheté finalement? Alors, j'ai choisi finalement 30 apparts que j'ai mis par quartier. J'avais 25 minutes par appart. C'était vraiment. En plus, j'ai fait 3 rendez-vous professionnels parce que j'allais pour le boulot à l'époque. Donc, en plus, 3 rendez-vous professionnels. J'ai visité tous les apparts. J'en ai sélectionné 6. Sur mes 6 meilleurs, j'ai fait une offre 3, revisité. Les 3 ont été acceptés. J'en ai choisi qu'un. Juste avant d'avoir fait toutes ces démarches, j'étais allé voir mon petit banquier qui avait probablement 15 ans et demi à la BNP, qui m'avait dit aucun problème, on vous finance à hauteur de 150 000 ou 200 000 euros.
Super. S'il me dit qu'on me finance, aucune raison de mettre ça en doute. Génial. Je suis allé le voir, très content, avec mon petit papier. Super. Bon, je veux bien mon prêt maintenant. Oui, bon, il faut qu'on fasse l'analyse. D'accord, mais vous m'aviez dit que c'était OK pour 150 ou 200 000 euros. Là, j'en ai pour 130 ou 140 000. OK. 1 mois plus tard, rien. 2 mois plus tard, rien. 3 mois plus tard, au final, on ne peut pas vous financer. Vous n'êtes pas français, il y a un risque par rapport à vous, un truc comme ça. Donc, je contacte en urgence des courtiers. Je demande qu'on décale un peu la vente. La vente des courtiers. Et au final, j'ai un courtier Au total, ça a duré 9 mois, cette histoire. Et au bout de 9 mois, il vient me voir, il me dit « Ah, j'ai une super nouvelle, je vous ai trouvé un prêt. Génial. Il faut juste votre carte d'identité française. » Donc du coup, j'ai laissé tomber et puis je me suis dit voilà, le jour où je deviens français, je me remets à l'achat à Bordeaux, toujours. Et donc du coup, fin 2015, j'ai été naturalisé. Début 2016, je me suis mis à chercher. Et courant 2016, j'ai acheté mon appart à Bordeaux. Mais les prix avaient bien augmenté depuis. Ah oui. Ouais, ils avaient pris 50%. Et depuis 2016, du coup, tu as acheté combien d'apparts ? Aujourd'hui, j'en ai à peu près une quinzaine d'apparts, au total à titre personnel, sans compter la dizaine d'apparts et de maisons qu'on a achetés pour le livret P. Tous centre-ville. En fait, c'est la même stratégie que je me suis mise à titre perso, que j'ai répliqué sur le livret P. Alors, c'est quoi cette stratégie ? Donc, il y a la stratégie d'investissement, qui est donc toujours de combiner l'emplacement à la renta locative nette. Donc centrale et renta super. Proche transport, proche commerce, etc. Parce qu'il faut que je puisse le louer le plus vite possible. D'ailleurs, je te disais ça tout à l'heure, donc l'appartement de Bordeaux, j'ai hier ma locataire qui était là depuis 2 ans et demi qui me dit qu'elle part dans 1 mois. Hier soir, je le mets en ligne. Au bout d'une demi-heure, j'avais une quarantaine juste sur le bon coin, 40 demandes. C'est un bel appart, il y a une terrasse. Voilà, il y a quand même un minimum de qualité dans l'appartement qui donne envie d'aller y vivre. Donc, si moi, je me vois y vivre, j'achète. Si je ne me vois pas y vivre dans un appartement, je n'achète pas, même si c'est une affaire ou autre. Et du coup, tu n'auras aucune vacance entre le moment où ton ancien locataire part et ta nouvelle locataire. J'ai jamais eu de vacances sur tous mes appartements. Ah oui, donc c'est un gros avantage d'acheter au centre-ville. Jamais. Et tu penses que le surplus d'acheter en centre-ville se compense par le fait qu'il n'y ait jamais de vacances ? En fait, tout dépend de ce qu'on recherche. Quand j'ai commencé avec Bordeaux, je voulais du 3% de rentabilité locative nette. Aujourd'hui, sur cet appart, je suis à plus de 6 par rapport à tout ce que j'ai payé et le loyer aujourd'hui. Donc, il y a peut-être tes loyers qui augmentent alors que ta charge d'emprunt ou ton coût initial, lui, reste fixe. Au-delà de ça, à un moment donné, est-ce qu'on veut aller prendre du risque et aller récupérer du 12% potentiel sans compter la vacance, avec la vacance qui va venir et qui va venir te bouffer une partie de la renta, te créer du stress et du travail là où je pense que tu n'en as pas besoin parce que tu as déjà autre chose à faire. Pour moi, l'immobilier devait être... Pour moi, l'immobilier, c'est un investissement qui doit être le plus sûr possible. Et alors, pour acheter 15 apparts en centre-ville, j'imagine que c'est un investissement total de combien, grosso modo ? Plusieurs millions. Plus de 100 millions ? Plusieurs millions. Plusieurs millions. Des gros apparts, alors. Plusieurs millions que j'ai achetés au fur et à mesure. Et comment tu finances tout ça, alors ? Donc, il y a tout... alors, trouver le bon banquier, c'est très important. C'est le même qui a financé les 15 apparts ? Non. Non. Trouver les bons banquiers. Les bons banquiers, oui. Mais pour acheter autant d'apparts, tu n'as pas un problème de taux d'endettement à un moment ? Si. C'est pour ça qu'il y a une partie que j'ai en direct. Une partie, donc j'ai dû créer une SCI pour pouvoir les acheter en tant que professionnel. Donc, quand tu fais ça, la banque va voir ton taux d'endettement, mais elle va aussi se baser sur qui tu es. Au niveau de ton expérience dans l'immobilier, de ton expérience dans le monde du travail. Mais elle va surtout aussi derrière regarder, l'investissement que tu as fait dans le cadre de cette SCI, est-ce qu'il est suffisamment rentable par rapport au montant que tu as amené initialement ou pas. Donc, il faut juste savoir que quand on investit dans le cadre d'une SCI, l'apport initial est plus important. Est-ce qu'il y a d'autres critères que tu vas regarder avant d'investir dans un bien, au-delà du fait que ce soit en centre-ville ? Donc, les 2 critères principaux, en fait, c'est le centre-ville et la renta. Ça me permet en fait derrière de pouvoir me positionner sur les différents biens. Donc, il faut que je regarde ça dans un premier temps. Si ces 2 critères sont bons, derrière, je vais analyser le bien en profondeur. Et là, tu as tout un tas de critères
Tu peux regarder des critères assez standards comme la luminosité ou autre. Ouais. Tu as les critères aussi un peu plus importants comme le niveau de travaux, les travaux dans la copro, mais qui, moi, sont analysés dès le départ dans le calcul de la rentabilité locative nette, parce que c'est des travaux que tu dois anticiper dans les 2-3 années à venir, mais en fait, il faut que tu les intègres directement dans ton calcul dès aujourd'hui. Travaux dans l'appartement, s'assurer qu'il n'y ait pas de loup. Ouais, justement, tout à l'heure, tu disais qu'aujourd'hui, tu fais des achats que dans des appartements où tu vas faire des travaux, non ? Principalement, maintenant, il peut systématiquement, parce que c'est là où tu vas pouvoir créer plus de valeur. Tu me disais que hier, tu as mis ton appart en location sur Le Bon Coin, donc tu gères tout toi-même. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes dans la gestion locative au quotidien, quoi ? Alors non, je n'en ai pas eu, en tout cas, j'ai pas eu de problème majeur. Ouais. On a des petites problématiques qui peuvent arriver de temps en temps. Ce que je fais, et donc forcément quand ça arrive, moi ce que j'ai en fait, c'est dans chaque ville, j'ai 1 ou 2 personnes de confiance que je trouve au moment où je trouve mon appartement, généralement pour un premier appartement dans cette ville, je vais essayer de m'entourer d'1 ou 2 personnes de confiance. Et ces personnes de confiance, c'est super intéressant parce que souvent, les gens qui gèrent à distance, ils ont ce problème-là et du coup, ils finissent par passer par une agence. Ces personnes de confiance, c'est qui ? C'est des amis, c'est des gens que tu as rencontrés, c'est le taxi dont tu me parlais tout à l'heure ? Ça peut être le cousin du taxi, par exemple. Alors, c'est pas le cas, mais ça peut être le cousin du taxi. Il me dit, voilà, j'ai un gars, machin, moi je vais le rencontrer, je le teste sur un premier truc, je vois comment il fait, et puis derrière, ça se passe bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font pour toi, ces gens-là ? Tu vois, par exemple, à Lyon, on a 2 personnes. Ils sont entrepreneurs dans les travaux. Ils ont pu faire des travaux. Et puis, quand j'ai un souci sur un truc, je vais les appeler. Je vais leur dire voilà, il y a la chaudière qui marche plus ici. Est-ce que je te mets en relation avec les locataires. Tu peux les contacter et gérer le truc avec eux directement. Si c'est un truc où c'est pas grand-chose, il me prend pas. Voilà. Généralement, ils sont moins chers qu'une agence. Parce que l'agence va prendre sa gestion et ensuite va passer avec un gars qui va te facturer au max. Donc moi, je vais m'assurer de ne pas me faire avoir à ce niveau-là. Donc je négocie déjà dès le départ. Il sait que je suis sur un budget assez restreint, donc il s'est lui aussi de faire un effort. Et plus il fait ça, plus il va pouvoir travailler avec moi sur d'autres appartements dans la même ville, etc. Moi, je prends juste l'info, je le contacte, je les mets en relation, il gère. Et tu as ça dans différentes villes ? Et j'ai ça dans toutes les villes. C'est trop bien. Voilà. Et à chaque fois, il faut trouver la personne. Donc, c'est peut-être l'agent immobilier qui va te mettre en... Généralement, c'est l'agent immobilier aussi. Ils connaissent beaucoup de monde. Et donc, ils te mettent avec plaisir en relation. C'est d'ailleurs systématiquement les agents immobiliers. Voilà. Donc, ils vont te mettre en relation avec des gens de leur réseau et qui vont faire ça, soit au black, parfois, soit déclaré. Est-ce que en dehors de l'IMO, tu as investi, je sais pas, dans la bourse, les cryptos, d'autres choses ? J'investis beaucoup sur moi, du coup, dans les boîtes que je crée, donc Livret P, OpenStone. On a investi beaucoup d'argent au lancement. On a aussi levé auprès de Business Angel l'an dernier. Si on prend la pyramide Maslow des investissements, en fait, j'ai un énorme truc dans l'immobilier, avec très très peu de trucs. J'avais un peu de crypto, j'avais investi en 2015. Là où le Bitcoin valait 2-3 000 euros. Parce que je n'avais pas fait ça plus tôt quand il valait 800 euros, parce qu'il était déjà très cher. Donc, il me reste encore un petit peu de crypto. Tu l'as pas encore vendu, celui que tu avais acheté à 2000 ? J'en avais acheté plusieurs. J'en ai vendu une partie, il m'en reste encore quelques-uns. C'est pas mal, le Bitcoin, ça vaut quoi, 40 000 aujourd'hui ? Ça va à peu près ça. Pas mal, ça va plus vite que l'IMO, non ? Ça va plus vite que l'IMO, mais accessoirement, tu peux aussi tout perdre. J'ai investi un petit peu en bourse, assurance vie, des trucs, mais vraiment, c'est très minime par rapport à l'IMO et aussi par rapport à ce que j'ai investi dans les boîtes que je crée. Ça marche. On a 2-3 questions coup de poing comme ça sur l'immobilier, il faut répondre rapidement. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif ? Ça n'a aucune importance. Alors moi personnellement, je suis toujours locataire de chez moi. Ça fait 11 ans que j'habite dans le même appart, dans le centre de Paris, pour la simple raison que le loyer aujourd'hui, donc j'ai fait le calcul, si je devais l'acheter, l'appart vaudrait à peu près 1 million d'euros aujourd'hui. Et par rapport au loyer que je paye, le propriétaire sur la valeur actuelle doit toucher à peu près 1,5 de renta locative nette. Ça n'a aucun sens pour moi de l'acheter aujourd'hui. Donc j'ai préféré utiliser mon argent pour acheter des biens toujours dans Paris, un peu moins sans trop, donc 11e, 10e, 19e, mais où je vais être à minima à 4% de renta locative nette. Et aujourd'hui, je suis un peu au-dessus. Mais si les gens ne sont pas à l'aise avec le fait d'acheter, d'investir et préfèrent avoir leur chez soi, ça se comprend aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de... Du moment qu'on crée du levier et on s'endette pour créer de la valeur derrière,
c'est juste ça qu'il faut faire. Ensuite, est-ce qu'on achète notre résidence principale ou pas? Il ne faut juste pas surpayer aussi la résidence principale qu'on achète. Avec ou sans travaux? Encore une fois, si on n'est pas à l'aise avec les travaux, on n'est pas accompagné, il vaut mieux le faire sans. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai aussi fait des travaux tout seul, alors que je ne savais pas monter un meuble Ikea quand j'ai emménagé en France. Donc voilà, on apprend et tout dépend en fait de l'appétence de chacun. Mais vaut mieux avec un minimum de travaux et se faire accompagner, parce que quand on achète un truc tout neuf, généralement il y a une marge, il y a un premium qu'on paye en plus parce que l'appartement est nickel. Louer en meublé ou en vide? Meublé. Sans hésitation, LMNP, il ne faut pas réfléchir. Pourquoi? Et puis, indépendamment de ça, pour moi, c'est plus intéressant à tout niveau. Quand on loue un meublé, déjà au niveau du bail, on peut être sur des baux d'1 an et non pas de 3 ans. On peut avoir des beaux meublés de 3 ans, mais généralement, vaut mieux aller sur du 1 an. Comme ça, s'il y a un souci avec le locataire, il y a un moyen légal qui nous permet de le sortir dans l'année, à condition de respecter les délais, etc. Indépendamment de ça, quand on loue en meublé, on peut louer plus cher. Donc, tu vas payer quelques milliers d'euros en plus pour tes meubles, mais le delta, le différentiel au niveau du loyer que tu vas percevoir là-dessus te permet de générer une rentabilité plus intéressante. Ok. Gérer seul ou avec une agence? Ça dépend. Non, pour moi, seul. Pour moi, seul, parce que déjà, j'aime bien faire les choses par moi-même. Si on arrive à s'entourer, c'est un peu de gestion, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on a l'impression. Si on sait aussi faire, entre guillemets, travailler les autres. C'est-à-dire mettre en relation le locataire avec les gens qui arrivent, avoir une bonne relation avec son locataire, nous permet en fait de faire ça, parce que le locataire va vouloir en fait aider, etc. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas besoin de me déplacer à Bordeaux pour aller faire des visites. Et au pire, je vais contacter la personne que j'ai sur place, qui va aller faire des visites sur la journée à ma place. Ce qui a été le cas, par exemple, pour un appartement à Marseille. La personne qu'on a là-bas fait les visites pour nous. Quelques anecdotes. En fait, tu as acheté du coup 13 appartements en 6 ans. Je crois que c'est dans La Martingale, l'autre podcast que tu racontais, que souvent tu faisais des offres à moins 20% du prix de vente. C'est quoi un peu tes techniques de négo et comment tu fais pour avoir des rabais? Alors, il y a 2 temporalités. Il y a celle qui vient avant la période qu'on connaît aujourd'hui. Donc avant un peu la crise de l'immobilier. Il y a eu quand même une petite crise de l'immobilier dont on va sortir d'ici la fin de l'année 2024. La manière que j'avais de faire avant, c'était de nouer un réseau de nouer des partenariats créer un réseau, avec des agents immobiliers. Donc j'allais faire du porte-à-porte. Pour acheter tous mes apparts à Paris, je l'ai fait comme ça. Je ne suis pas allé du tout sur Le Bon Coin, Se Loger ou autre. J'ai fait du porte-à-porte avec toutes les agences des quartiers où je voulais. Okay. J'allais les voir un à un, leur dire ce que je voulais. Et que je voulais être contacté en premier. Et qu'une annonce qui était en ligne depuis 24 ou 48 heures ne m'intéressait pas, parce que si elle n'était pas déjà prise, c'est qu'elle n'était pas assez bien. Et moi, je voulais ce que tout le monde voulait, mais je le voulais avant les autres. Okay. Beaucoup m'ont pris pour un fou. Mais il y a certains qui ont joué le jeu. Et au final, les apparts que j'ai pu acheter, ils étaient à prix cassé. Puisque entre 2018 et 2020, j'ai pu acheter plusieurs apparts à Paris. Et il n'y en a pas un qui a dépassé les 8 000 € le mètre carré. Là où on était vraiment sur du... certains avaient des travaux, mais au final, ça valait plus. L'agent immobilier a réussi à avoir une petite affaire. Ouais. Et au lieu de le mettre en ligne et d'aller appeler tout son réseau, petit message, Nadim, je suis là, premier, en moins d'une heure, je virais tout, et j'allais direct pour être le premier. Et puis je lui dis, ok, bloque-moi l'appart. Et direct, j'appelle la banque. Voici ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est bon, tu peux me faire un truc qui rassure l'agent immobilier? Et je signais dans la semaine. J'ai une visite. D'ailleurs, c'était comme ça. D'ailleurs, mon premier appart à Paris, petite anecdote. Mon premier appart à Paris, j'étais en déplacement aux États-Unis, à Boston. Et je reçois, donc, une des agences, je reçois un email avec l'appartement. Je regarde le truc, l'appart est nickel. Je fais mon calcul de renta, je me dis, bon, il y a un loup. Donc, j'appelle l'agent immobilier, il me confirme tous les points. Il y avait 0 loup, il y avait vraiment rien. Je dis, ok, c'est quand les premières visites? Demain. C'est quoi le premier rendez-vous? À 10h. Ok, moi, je veux le rendez-vous de 9h. Et donc, j'ai appelé tout le monde. Donc, j'avais appelé ma copine d'à l'époque, qui ne pouvait pas. Finalement, ma sœur s'est libérée. Elle était à 9h.
Du coup, moi, à 3h du matin aux États-Unis, j'étais debout. J'ai attendu sa vidéo, etc. Elle m'a confirmé que le quartier était bon, parce que j'étais allé sur Google Maps forcément, mais elle m'a confirmé que le quartier était bon, que l'appartement était nickel. J'appelle l'agent immobilier dans la foulée, je lui dis, je le veux, bloquez-le moi. Il me dit, mais attendez, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas vu, etc. Comment ça, je vous le bloque? Je ne peux pas faire ça. Je lui dis, ok, vous avez combien de visites aujourd'hui? Il me dit, j'en ai 2. Faites les visites, annulez toutes les autres. De toute façon, si je ne le prends pas, il y aura un des 2 qui va le prendre. Mais je vous assure que je le prends, donc gardez-le moi quoi qu'il arrive. Donc on était mercredi ou jeudi, je rentrais lundi matin à Paris. Donc tous les jours, je lui écrivais et je l'appelais tous les jours pour le rassurer. Donc il m'a littéralement pris pour un taré. Et pour info, j'ai acheté 4 apparts avec lui après. Hein. Et donc j'atterris à Paris à 8h. Je suis allé visiter l'appart à midi. Je lui ai confirmé que je le prenais. À 15h, je prenais le train pour Amsterdam, pour le boulot toujours. Je suis rentré vendredi des Pays-Bas. Samedi, je signais le compromis. Voilà. Et donc, le truc, voilà, il a tourné. Et puis, dans la foulée, j'avais la banque qui m'a suivi, etc. Donc, tes conseils, c'est avoir un réseau d'agents immobiliers et d'aller super réactif. Ça, c'était avant la période d'aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, du coup, je suis plus agressif dans mes négociations de prix, puisque on est sur un marché d'acheteurs et non plus de vendeurs, comme c'était le cas avant. Donc, en tant qu'acheteur, je sais que si je n'achète pas celui-là, j'en ai 10 autres derrière parce qu'il y a beaucoup plus d'offres sur le marché et c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver les opportunités. Donc, la chance qu'on a avec le livret P, c'est que, bon, comme on ne fait pas d'emprunt bancaire parce que c'est trop cher, de toute façon, ça ne servira à rien, ben, j'ai un pactole de plusieurs millions d'euros qui est là et qui est prêt à être investi. Et donc, en fait, je vais je fais sans conditions suspensives de financement et donc je vais aller voir 2-3 apparts. Parfois ça marche pas, mais je vais aller 20, 30, 40% en dessous du prix. Parce que je veux m'assurer que le prix auquel j'achète aujourd'hui, vu qu'on est sur un marché baissier, j'anticipe une baisse encore autour de 5 à 10%. Donc je veux anticiper cette baisse dès à présent. Et avec mon profil d'acheteur professionnel, avec acheteur pro, via une SCI, sans conditions suspensives, ben du coup je suis capable d'acheter des biens en dessous du prix du marché. Et tu avais l'air de dire tout à l'heure que tu pensais que cette crise de l'immobilier, cette baisse des prix de l'immobilier allait se terminer fin 2024 ? C'est quoi ta boule de cristal ? Ouais, bah justement, donc je n'en ai pas. On a eu des baisses des prix sur le résidentiel dans les grandes villes entre 5 et 10% sur l'année 2023. On a une stabilisation des taux aujourd'hui. Donc les taux sont en train de se stabiliser. Donc là, on est fin janvier. Donc je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais c'est très important de dire qu'on est fin janvier 2024. Donc on est sur un système de stabilisation des taux avec un léger frétillement à la baisse. Je pense que d'ici la fin de l'année, donc on a déjà les taux directeurs des banques centrales au deuxième semestre vont commencer un peu à baisser graduellement. Donc ça va forcément avoir un impact sur le coût d'emprunt des particuliers. Et généralement, il faut compter un temps de réaction de 3 à 6 mois dans l'immobilier. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Quand la crise a commencé, en fait, les prix, on n'a pas ressenti ça sur les prix pendant 3 ou 6 mois. Et pareil, quand quand on ressortira de la crise, il faudra aussi 3-6 mois. Donc à ce moment-là, c'est aussi intéressant de pouvoir se positionner sur des appartements. C'est quoi tes prochains projets immobiliers ? T'as des appartements en vue, t'as des idées, t'as des immeubles, Non, j'avais vu un truc à Saint-Denis, dans le village de Saint-Denis, hein, donc ultra bien placé, à 2 minutes du métro. On voit le stade de France d'un côté, on est en plein dans le village. J'avais vu avec un marchand de biens des locaux à 1 000 € le mètre carré. Par contre, je ne te raconte pas en fait l'état du bien, et c'est un travail à temps plein en fait de gérer ça. Donc comme je suis très focalisé sur OpenStone et sur Livret P aujourd'hui, donc j'ai très très peu de temps à consacrer à l'investissement en direct à ce jour. Donc je préfère mettre toute mon énergie encore dans ma boîte. Et puis et je suis sollicité de toute façon tous les jours sur des opportunités. J'ai 5-6 opportunités par jour quasiment qui tombent. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi Raphaël, merci pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au coin de ma rue,